Bonjour à tous. Je remercie à mon tour les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence. Je les remercie moins pour m'avoir mis juste après deux orateurs hors pair comme Arnaud Coez et Christian Renard. Mais en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous traiter le sujet qui est de quand présenter une rééducation orthophonique. Donc, vous l'avez compris, en termes de lien d'intérêt, moi je travaille pour les laboratoires d'audiologie Renard et je suis co-concepteur des plateformes AudioGym et Meka. Donc, pour introduire mon sujet, je vais évoquer la rééducation orthophonique en quelques mots et vous dire que cette rééducation, elle a pour objectif d'améliorer la compréhension de la parole tout en réduisant le stress chez les patients qui est lié au fait que justement ils ont des difficultés à traiter cette parole lorsqu'ils sont avec des interlocuteurs. Et donc ça peut générer des sources d'angoisse qui vont conduire à finalement des situations d'isolement. Et donc, comment on va faire ça ? Je vais pas vous décrire l'intégralité du parcours du patient en rééducation orthophonique, mais grosso modo, je vais juste vous donner les axes de travail de cette rééducation. En gros, il y a de l'entraînement auditif, et cet entraînement auditif, il va viser à réactiver le passage du mode perceptif au mode conceptuel, c'est-à-dire qu'on va passer d'un stimulus à une idée, à un concept, de la physique à la cognition. Et donc ça, on va essayer de le faire dans le silence, dans le bruit, éventuellement dans des situations où le signal de parole peut être dégradé, comme les conversations téléphoniques. On va travailler sur la localisation spatiale, on va travailler sur l'écoute de la musique, parce que, comme l'a dit Arnaud, la musique est un excellent vecteur de plasticité cérébrale et va permettre de réactiver finalement des parcours. Donc le but de cette rééducation auditive, c'est d'utiliser à la fois des outils qui vont faire travailler des choses très analytiques, donc les processus qu'on appelle bottom-up, qui vont de la périphérie vers l'administrateur central, et puis de faire travailler des choses beaucoup plus centrales pour utiliser les processus top-down qui vont faire qu'on va mettre en branle des processus de haut niveau cognitif pour compenser ce qu'on n'a pas entendu. Et là-dedans, évidemment, c'est pour ça qu'on parle de rééducation auditivo-cognitive, parce que à ce moment-là, on va utiliser le renforcement des fonctions exécutives et notamment de l'attention et de la mémoire dans ces différentes formes de mémoire auditivo-verbale, depuis l'empamnésique jusqu'au mécanisme de double tâche en passant par la mémoire de travail. Et tous ces aspects-là, on va essayer de les développer, mais pas seulement sur l'aspect auditif, mais aussi sur l'aspect visuel, par le biais de la lecture labiale, par le biais de l'intégration de ces deux modalités, parce que finalement, le point central de l'invariant dans le traitement du signal de parole, il n'est pas exactement défini. On entend des choses qui sont différentes. Vous prenez un spectrogramme d'un enfant, d'un adulte, que ce soit un homme et une femme, le signal de parole, ce sera pas le même, mais pour autant, on entend une perception qui est identique. Et parfois, vous avez des perceptions identiques, mais vous avez des interprétations du signal qui sont différentes. Donc, où est-ce que se trouve l'invariant dans le signal acoustique ? Il y en a pas. Donc, ça veut dire que cet invariant, est-ce qu'il est dans les aspects visuels, et est-ce que c'est la théorie motrice de perception de la parole qui dirait que finalement, on comprend le message de notre interlocuteur par le fait qu'on interprète les mouvements articulatoires qu'il est en train de faire. Peut-être que ces aspects-là sont modulaires et que finalement, il faut les intégrer pour utiliser une perception multimodale, comme si, quelque part, vous étiez les neurones de mon cerveau et que cette partie-là va traiter les informations visuelles, cette partie-là va traiter les informations auditives, et puis vous allez tous voter pour finalement interpréter le message qu'un interlocuteur nous véhiculerait pour en avoir une interprétation. Et donc, dans l'orthophonie, on va essayer d'appliquer ces mécanismes-là et de les renforcer, tout en expliquant finalement aux patients que cet entraînement, il aura des limites. Et tout à l'heure, Arnaud parlait des différents piliers de l'apprentissage. Un patient, si on arrive à également lui faire comprendre vers où on veut aller, ce sera plus facile pour lui d'aller dans ce chemin-là, parce qu'on va conserver la motivation, il saura qu'il y aura des limites, etc., etc. Et puis, on va pouvoir avoir également un programme d'accompagnement des proches pour donner des situations de conversation qui soient les plus optimales possibles. Et donc, cette rééducation, elle est importante, parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous prenez le cas du patient normo-entendant,
eh bien, nos ressources attentionnelles, elles vont être affectées à différents types de tâches, dans une forme d'homéostasie du système, c'est-à-dire que vous aurez des ressources attentionnelles qui seront attribuées à des tâches cognitives et puis d'autres qui sont attribuées à des tâches purement auditives. Et chez le patient presbyacousique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, l'effort d'écoute va faire que les ressources attentionnelles, elles vont être déviées et utilisées vers les tâches auditives. Et donc ça, à terme, on sait que ça va provoquer une accélération de la neurodégénérescence et donc une atrophie cérébrale. Et cette atrophie cérébrale, c'est pas fini parce que elle va créer une sorte de boucle qui va faire que on aura moins de ressources attentionnelles pour traiter l'information et que finalement, on va rentrer dans une spirale négative où, sans traitement et sans rééducation de cet aspect auditif, de cette prise en charge du trouble, c'est ce qu'on a retrouvé dans les différentes présentations avec une augmentation du risque de déclin cognitif. Et donc, finalement, quand on regarde la réussite de la réhabilitation auditive du patient presbyacousique, cette réussite, elle repose dans la littérature sur 3 piliers. Ces 3 piliers, c'est le suivi médical ORL qui doit être de qualité, c'est l'adaptation adéquate des aides auditives par l'audioprothésiste, et pendant ces 2 jours, on a entendu plein de conférences qui essayaient de faire en sorte que la recherche évolue pour adapter au mieux ces aides auditives, et puis on a la rééducation orthophonique auditivo-cognitive. Mais ça, c'est le contexte général. La réalité, elle n'est pas tout à fait comme ça. C'est que le pilier de la rééducation orthophonique, il est assez peu présent dans la prise en charge. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'IGAS qui a été publié en 2021 et où les enquêteurs jugent que les orthophonistes sont les partenaires effacés de cette prise en charge des patients. Et donc, au paragraphe 179 de ce rapport, ils disent que les besoins de la prise en charge orthophonique des patients atteints de presbyacousie est important. Et il y a un des rapporteurs qui dit qu'il y a 50% des patients. Alors là, je pense que sa femme est peut-être orthophoniste ou je sais pas, mais ça fait un peu beaucoup sur le nombre. Mais sur ces gens-là, il y en a que 2% qui sont effectivement suivis par une orthophoniste. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec le retour, c'est qu'ils disent que c'est uniquement par la pression démographique, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'orthophonistes pour traiter ces personnes-là. Alors c'est vrai que aujourd'hui, il y a à peu près 22 000 orthophonistes en France, et si on regarde ce qui s'est passé en 2021, où il y avait 800 000 patients équipés, on peut pas effectivement absorber ce flux de patients en orthophonie, mais heureusement, chaque patient ne doit pas consulter un orthophoniste. Et donc, la conclusion du rapport, c'est de dire qu'il manque finalement de coopération entre les orthophonistes et les audioprothésistes, les orthophonistes et les ORL, et que ce serait important de sensibiliser les uns et les autres à l'utilité de cette rééducation auditive. Et encore merci donc aux organisateurs de me permettre de faire ça aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de recommandation spécifique sur ce point. Le rapport, il nous dit juste que ça sera fait dans le cadre d'une prochaine campagne des délégués de l'assurance maladie. Donc, autant dire pas tout de suite. Donc, finalement, ces 3 piliers, faut pas les voir comme des piliers, mais faut plutôt les voir comme une sorte de trépied avec des renforts entre les différentes bases. Donc, entre l'ORL et l'audioprothésiste, les choses, elles sont bien claires. Vous recevez votre prescription médicale. En retour, vous allez faire des comptes rendus de bilan prothétique, des comptes rendus, finalement, de suivi et de mesure du bénéfice. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans le rapport entre les ORL et les orthophonistes, quand est-ce qu'on intervient? On est comme vous, les audios, on intervient quand on a une prescription médicale. Et là où il y a une différence, c'est quand est-ce que ça arrive? Quand on regarde les recommandations de la SFORL, et Arnaud en a parlé tout à l'heure, grosso modo, ça dit qu'il est recommandé de proposer une rééducation orthophonique en complément de la prescription d'audioprothèse. Mais il y a une petite phrase qui vient se surajouter et qui dit « lorsque le handicap du patient le nécessite ». Et cette petite phrase, elle laisse une part à l'interprétation. Donc, on pourrait réfléchir sur ces aspects-là et se dire que finalement, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas
où il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de débat. Les patients vont être envoyés chez l'orthophoniste. Je fais abstraction de la pédiatrie où c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. L'implantation cochléaire, il n'y a pas de sujet non plus. Le patient, il a implanté, il aura de la rééducation orthophonique. S'il y avait des troubles cognitifs avérés, là non plus, ça va pas poser de problème. Et de même, si le patient avait fait un AVC et qu'il avait des troubles particuliers neurologiques, l'ORL va également, au moment de cette mise en place des appareils, va proposer la rééducation orthophonique, et donc il y aura une évaluation sur cet aspect. Et puis l'autre cas, c'est le patient presbyacousique tout venant, où là encore, on pourrait avoir finalement deux cas de figure. Il y a les patients qui sont satisfaits de leur appareillage ou qui sont pas motivés pour une rééducation orthophonique. Ceux-là, il n'y a pas de débat, ils vont pas aller chez l'orthophoniste. Et puis, il y aura d'autres patients que vous allez recevoir où eux, ils sont plus anxieux, ils sont angoissés. Vous avez des patients avec une discordance finalement entre leur tonal et leur vocal. Vous avez des patients qui vont se plaindre de difficultés de compréhension dans des situations spécifiques. Et pour eux, il pourra aussi y avoir une forme de rééducation orthophonique. Et donc, cette évaluation orthophonique, elle est guidée par des recommandations de la SFORL, comme on les a vues tout à l'heure, qui vont porter sur des recommandations d'évaluation des compétences cognitives, des compétences verbales et non verbales, émotionnelles, etc., etc. Et quand on lit un peu plus loin les recommandations, ça évoque même parfois des tests spécifiques pour la mesure du contrôle inhibiteur, pour les stratégies de régulation émotionnelle ou encore pour l'analyse des communications non verbales. Mais, et là je laisserai trois de mes collègues éminentes spécialistes de l'orthophonie qui disent que quelque part on a aussi des choses à faire en orthophonie parce que on n'a pas de bilan standardisé pour ces épreuves-là et que souvent on va utiliser les mêmes listes que vous utilisez en audioprothèse, et on va prendre des listes de Lafon, on va prendre des listes du INT, etc. Et que peut-être on a des choses qui sont à faire sur cet aspect-là pour être plus sérieux et plus rigoureux. Et donc, finalement, quand on regarde de l'audioprothésiste vers l'orthophoniste maintenant, ce que j'ai trouvé dans la littérature de plus intéressant, c'est le mémoire de Madame Jouanne, qui portait sur l'analyse du rôle de l'orthophoniste dans la collaboration triangulaire avec l'audioprothésiste et le médecin ORL, et qui a été rédigé sous la direction, alors j'espère que je vais pas écorcher le nom de monsieur Fogel, parce que peut-être que s'il était du côté de chez Jean Gutleben, on l'appellerait monsieur Fogel, mais là je crois qu'il est à Trouville, donc je vais l'appeler monsieur Fogel, et si je fais une faute, je m'en excuse. Donc, et dans ce mémoire, il y a 280 audios qui ont répondu à un questionnaire sur finalement le rôle et la relation entre l'audioprothésiste et l'orthophoniste. Et donc, les chiffres sont assez éloquents parce que il y a 81% des audios qui envoient ou qui recommandent très rarement la prise en charge orthophonique. Bon, ça pourrait se comprendre, même si les chiffres sont relativement énormes. Mais ce qui est assez effarant, c'est le pourquoi des réponses. Et donc, dans ce pourquoi, les réponses des orthophonistes, qui sont issues d'une quinzaine d'enseignes, c'est que pour 30%, ils disent qu'ils n'y pensent pas. Pour 28%, ils savent pas à quel moment en parler. Et il y en a même 1,2% qui disent que il y a une absence de résultat de cette rééducation orthophonique. Donc, même si je suis un être très sociable, il y a peut-être des gens avec qui j'irai pas forcément boire un coup à la sortie du congrès. Mais, en tout cas, c'est pas le but de mon intervention, c'était de vous parler de ces aspects-là. Et donc, sur quelle base on pourrait orienter les patients vers une orthophonie? Et quelque part, peut-être que la raison, c'est parce que vous n'avez pas non plus de critères. C'est-à-dire que là, si on se disait, il y a eu une question qui a été posée aux audios, c'est à partir de quand vous envoyez le patient chez l'orthophoniste. Et donc, je suppose que c'était au seuil subjectif de confort vocal, mais il y en a certains qui ont répondu quand le patient a que 30% d'intelligibilité. Il y en a d'autres qui ont répondu 50%, 70%, 90%. Donc, les valeurs sont très hétérogènes. Et donc, si on veut plus d'homogénéité, il y a peut-être un besoin urgent de définir des critères de cette performance, à la fois dans le silence et dans le bruit. Et là, on a
un tel aréopage de personnes savantes, ben peut-être que il faudrait qu'on se mette un moment autour d'une table pour définir ces critères-là. Et donc, la solution, ben, elle réside peut-être dans les programmes d'entraînement auditif, parce que ces programmes d'entraînement auditif, ils vont être intéressants et ils vont pas piquer la place du travail des orthophonistes. Donc, parfois, vous avez des réticences en disant, moi, je veux pas me mettre à dos les orthophonistes parce que je vais proposer quelque chose sur cet aspect-là. Non, parce que, ben, finalement, le travail sur ces plateformes d'entraînement, il se substitue pas à la rééducation orthophonique. Et au contraire, ça vous permettrait peut-être d'identifier des patients qui ont des troubles spécifiques et d'orienter uniquement ces patients-là vers les orthophonistes. Et puis pour vous, en termes d'audioprothèse, ben peut-être que ça vous permettrait d'ajuster différemment les réglages en cas de performance insuffisante des patients. Ça vous aiderait à repérer ces patients qui éprouvent des difficultés et qui auraient un besoin d'une rééducation ciblée, parce que les programmes d'entraînement auditif, ils sont pas ciblés, ils sont pas issus d'une évaluation spécifique, ils sont des programmes généraux. Et que tout ça, ben ça permettrait d'optimiser finalement les performances du patient. Et donc, pour conclure, ben, je vais juste synthétiser en fait ce que je vous ai dit, c'est que la réussite de la réhabilitation du patient presbyacousique, elle repose non pas sur des piliers, mais sur une synergie du trio ORL, audioprothésiste, orthophoniste, et que nous, en termes d'ortho, on doit sensibiliser les ORL et les audios à l'importance de cette rééducation orthophonique pour qu'à leur tour, vous puissiez informer vos patients sur les bénéfices d'une rééducation. Les orthos, on doit aussi créer des batteries d'évaluation qui sont plus normées et plus standardisées. Et même si les ORL sont les prescripteurs et qui sont à la base du parcours de soins du patient, bah vous, audioprothésistes, vous avez un rôle majeur dans l'orientation des patients vers la rééducation orthophonique. Et que peut-être les plateformes d'entraînement auditif peuvent servir de système go-no-go vers la rééducation à condition de définir des critères d'exploitation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme André, pour avoir appelé ce trio essentiel dans la prise en charge du patient. Peut-être une question sur les apports de la lecture labiale. Alors, la lecture labiale, en fait, schématiquement, vous avez 36 phonèmes dans la langue et il n'y a que 12 mouvements labiaux, ce qu'on appelle des visèmes. Ça veut dire que la lecture labiale, elle va jamais compenser l'intégralité du message. Donc, on a 3 fois moins de mouvements labiaux pour identifier les phonèmes. Mais il n'empêche que les gens qui sont au premier rang et qui ont la chance de voir mes lèvres charnues comprennent 7,6% de choses en plus que ceux qui sont loin et qui ne le voient pas. Donc même chez le normand-entendant, on va avoir ces aspects-là. Après, en rééducation, les chiffres varient énormément si vous êtes dans le bruit ou si vous êtes dans le silence. Ça peut être de l'ordre d'une amélioration de 25 à 30% de l'amélioration de la performance. Et si on utilise des systèmes d'eye tracking, vous allez voir que si vous êtes dans une situation conversationnelle dans le silence, vos yeux vont se focaliser sur la bouche de votre interlocuteur pendant à peu près 35% du temps. Si vous êtes dans le bruit, les yeux vont se focaliser pendant 55% du temps sur cette représentation de la bouche. Et donc la lecture labiale, elle permettra jamais de compenser l'intégralité du message, mais elle va permettre de donner des informations supplémentaires pour justement faire cette intégration bimodale. Il me manque des informations auditives, ben je vais aller les chercher sur le plan visuel. Ça répond ? Très bien, merci beaucoup.